Mesdames et messieurs, chers amis, chers compatriotes, encore une fois, bonjour ou bonsoir selon l'heure d'écoute. Nous sommes en train de remonter ensemble l'histoire du Congo et nous étions donc sur le chapitre de la période de Massamba Deba. Nous avons fini la période donc jusqu'aux assassinats, au triple assassinat de Poabou, Matsokota et Masweme qui avait laissé un véritable traumatisme dans notre pays. À partir de cet assassinat, dès fin 65, une fois les modérés écartés donc suite à ces différentes purges, aux procès, aux exils, aux assassinats, les instances actives du pouvoir, de plus en plus rougies au feu marxiste et n'ayant plus d'opposants, c'est finalement entre eux, ceux qui sont restés, qu'ils vont chercher à créer des oppositions parmi eux. Donc c'est rapidement le parti qui est l'accusateur, qui est le grand surveillant de l'exécutif, va trouver en opposant la bande Ali Souba. Donc je rappelle que le parti en ce moment-là est dirigé par Ambroise Noumazalaï. En fait, le président du parti s'appelait le secrétaire général, c'était le président de la République. Lui-même Alphonse Massamba Deba, mais il y avait un premier secrétaire qui avait toute la puissance du parti, qui coordonnait tout, qui était le permanent du parti, c'était Ambroise Noumazalaï qui l'avait nommé, mais dont il avait rapidement perdu le contrôle. Ambroise Noumazalaï n'en faisant qu'à sa tête, ayant sa propre écurie. Et avec Lissouba était rentré dans une espèce de rivalité, Noumazalaï lorgnant le poste de Lissouba. Ben évidemment, donc Lissouba se retrouva vite, et sa bande se retrouvèrent vite en position de modéré face à eux, et donc être la cible des doctrinaires qui dirigeaient le parti. Le Premier ministre Pascal Lissouba était en effet le chef de file d'un groupe de pensée dont la ligne idéologique était pondérée quant à l'application du socialisme scientifique dans le pays. Socialisme scientifique décidé donc par le parti unique, le MNR, le Mouvement national de la Révolution. Lissouba, bien que d'accord avec les autres sur la création d'entreprises d'État, lui et ses compagnons préféraient le maintien des entreprises privées, mais renforcé progressivement par une prise d'intérêt de l'État et des copies des meilleurs exemples de ces entreprises-là pour créer de nouvelles entreprises, peut-être 100% étatiques. Ils préféraient cette formule plutôt que la nationalisation immédiate, pure et dure des entreprises et des installations laissées par le colon. Les lissoubistes appuyaient la mise en place d'un programme national d'enseignement, par exemple, au lieu de l'étatisation et de la confiscation des écoles catholiques, comme le voulait la bande à Noumazalaï au niveau du parti. Les lissoubistes étaient également pour le maintien des relations diplomatiques avec les pays occidentaux, tout en coopérant avec les pays de l'Est dans une politique de non-alignement. Tout le contraire de ce que prenait le courant adverse, ce que j'ai appelé les doctrinaires, qui étaient dirigés par le premier secrétaire du parti Ambroise Noumazalaï, qui, eux, prônait donc le changement radical de tout, la nationalisation, la rupture avec les pays de l'Occident et toute cette manière entre le gouvernement, c'est-à-dire l'exécutif qui n'appliquait pas les recommandations du parti, poussait le parti à toujours plus de pression. Et le parti usait de ce qu'ils appelaient la primauté du parti sur l'État pour essayer de s'imposer et menacer donc de tous les mots le gouvernement qui était donc bicéphale, composé du président Massamba Deba et de son premier ministre Pascal Lissouba. Petit à petit, donc, sans faire la rupture avec les pays occidentaux, mais les pays occidentaux ayant de plus en plus de freins à coopérer avec eux, ils se poussaient vers l'Est, les nationalisations se faisaient, ils ont obligé l'Église catholique à abandonner le système d'enseignement qu'ils avaient mis au Congo. Petit à petit, le parti gagnait toujours avec cette pression qu'il soumettait au gouvernement. Il n'y a que sur la sortie du franc CFA que le parti n'eut pas gain de cause, mais ce débat brûlait déjà à l'époque qu'il fallait sortir du franc CFA. Massamba Deba lui-même n'avait jamais réellement adhéré au socialisme scientifique. Arbitrant entre les deux courants antagonistes, il essayait d'en atténuer les effets, quand il pouvait. Au fil du temps, le président se sentait idéologiquement plus proche du clan Massamba Deba, qui était composé de Tzister Tikaya, Van den Reysen, Hilaire Moutol, Henri Lopez, Satou, Claude-Antoine Dacosta, qui étaient tous des cadres à la formation plus poussés que leurs adversaires, mais qui traînaient déjà la critique d'être pour la plupart originaires du sud-ouest. Donc on accusait les Souba de concentrer vraiment les cadres uniquement du sud-ouest. Ils étaient, c'est vrai, plus instruits. Le président Massamba Deba, lui, refusait d'écarter le premier ministre Lissouba,
comme le voulait le parti, alors que les pressions avaient vraiment commencé depuis 1965. Il essayait de déjouer autant que possible les intrigues du parti en récompensant simplement le clan Numazalai, qui était composé de Mberi, Ndalagrai, Bukambu, Léon Ongor, Makosso, tout ça c'était le clan Numazalai. Il essayait donc de les récompenser de nouveaux postes, de nouvelles attributions. Mberi va être affecté à Pointe-Noire comme commissaire politique, disait-on à l'époque, donc comme préfet. Ndalagrai va bénéficier d'un poste de ministre de la jeunesse et des sports, qui était vraiment un poste clé et important pour les animations des mouvements populaires. Et Léon Ongor va arriver au sommet de l'Assemblée, Makosso, ministre de la Justice. Enfin, il essayait de faire tous ces mouvements-là pour essayer de les calmer. Mais la fronde continuait à s'exercer sur lui. Et petit à petit, d'ailleurs, en nommant tous ses proches de Numazalai, il se mettait petit à petit en minorité parce que contrôler la justice, contrôler la jeunesse, contrôler la deuxième ville du pays, ce n'était pas rien. L'axe du pouvoir de Numazalai au parti, Massamba Deba en avait marre. Massamba Deba, dès janvier 1966, va publier un décret qui va appeler le manifeste du MNR et qui va qualifier de document supraconstitutionnel dans lequel il fixait le fonctionnement du parti par rapport à l'État. En un mot, bien que inspirant la politique nationale et conseillant l'exécutif, le parti, selon ce document, ne pouvait en aucun cas supplanter l'exécutif de l'État. Le bureau politique assistait seulement le secrétaire général du parti, c'est-à-dire Massamba Deba lui-même, mais ne devait pas décider à sa place. Telle était donc la teneur de ce manifeste du MNR, publié comme un décret. Alors, la réponse des ultras, ce que j'ai appelé tout à l'heure les doctrinaires de Numazalai, face à ce décret, fut foudroyante. Numazalai convoqua aussitôt une session extraordinaire du comité central pour le 28 février 1968 aux fins d'examiner le fameux document. Les 55 membres du comité central tirèrent à boulet rouge sur le frère secrétaire général. Je rappelle que les membres du MNR s'appelaient entre eux frères. Donc, une fois la réunion ouverte, ils vont tirer à boulet rouge sur le secrétaire général, fustigeant le fait qu'il ait pris une décision personnelle sur le parti sans passer par le Congrès ni le comité central. On accusa alors le président de dérive du pouvoir personnel en contradiction avec la collégialité prônée par le Congrès fondateur du parti. Massamba Deba veut faire du yulisme son youlou, lança d'ailleurs Léon Ongor, un ultra parmi les ultras. À cette occasion, furent invités, donc pour cette réunion du 28 février 1966, à cette occasion, disais-je, furent invités les membres d'autres structures de l'État, notamment l'armée, qui fut représentée à cette réunion par 2 personnes. Il s'agissait du capitaine Marian Ngwabi et du lieutenant Luc Kimbwala Nkaya. Les 2 furent désignés par Pierre Nzé. Qui était donc Pierre Nzé en ce moment-là? C'était un professeur de mathématiques au collège, qui était récemment rentré de France et qui faisait office de conseiller de Numazalai. C'était devenu rapidement la tête à penser. Ensemble, ils étaient préoccupés par la promotion des cadres originaires du Nord et ils nouèrent à partir de cette époque plusieurs contacts pour déceler des talents. Marien fut une de leurs pioches. À la session, le capitaine Marian Ngwabi était commandant des para-commandos. Il prit la parole et fustigea le rôle trouble de la défense civile. La défense civile étant ce corps qui avait été créé en 1965 par le ministre Claude-Antoine Dacosta, qui était une espèce d'officialisation de la milice. Donc Marian Ngwabi, prenant la parole, fustigea le rôle donc trouble de cette défense civile. Il fustigea également la politisation de l'armée qui venait d'être changée en armée populaire nationale, un organe du parti donc, et les promotions politiques qui en découlaient. Le Premier ministre en prit également pour son grade. Attaqué de toutes parts pour sa politique modérée, il fut accusé de pion de la France, de déviationniste bourgeois, etc. La session du comité central en question dura le temps exceptionnellement long de 4 semaines. Un vrai procès de l'exécutif en fait. 4 semaines au cours desquelles tout le monde s'attendait chaque jour à la démission ou au limogeage de Pascal Lissouba pour être remplacé par Numazalai, mais rien n'y fit. Le président Massamba Deba garda son calme et refusa d'enlever le Premier ministre.
Le dernier jour de la session du comité central, des tracts circulèrent dans la salle et dans la ville capitale, reprenant les critiques faites par le comité central et accusant en plus de Lissouba, Massamba Deba de vouloir faire assassiner le premier ministre Lissouba et le président de l'Assemblée, Léon Ngor, pour sauver son fauteuil et prendre les pleins pouvoirs. Une enquête fut diligentée pour en rechercher les auteurs et des stencils de ces tracts furent retrouvés chez le secrétaire général de l'Assemblée qui était à l'époque M. Laurent Mann. D'autres papiers compromettants furent retrouvés auprès du secrétaire particulier de Pascal Lissouba ainsi que des lots d'exemplaires chez certains députés. Lissouba Pascal, mouillé dans cette affaire, lui qui jusque-là avait pu résister à tout, dut rendre sa démission le 15 avril 1966, ayant perdu la confiance du président, parce que les tracts retrouvés laissaient à croire que Lissouba lui-même avait rédigé cet acte-là pour mouiller le président de la République. Le président transmit donc au bureau politique cette décision, conformément à la révision du manifeste du MNR qui venait d'avoir lieu, et celui-ci, le bureau politique, accepta et proposa à la place de Pascal Lissouba Ambroise Noumazalaï lui-même. Ce qui fut fait. Noumazalaï concentrait désormais les pouvoirs du parti et de l'État. Pierre Nzé venait là de réussir son premier coup, car il l'avouera plus tard, avec Mann, avoir tout manigancé avec l'appui de Ngor sous la bénédiction de Noumazalaï, mais à aucun moment Lissouba n'en fut au courant et pour cause, c'était lui la cible. C'était le poste de Lissouba qui était visé. C'était un régime d'intrigue, un régime de manigance. Nzé et ses amis n'attendront pas longtemps, une fois le pouvoir exécutif obtenu, pour passer à la deuxième phase. Pour le noyau, voulant prendre le pouvoir autour de Noumazalaï, Mariam Ngouabi avait tenu ses promesses. Et il ne s'était pas dégonflé. Il avait tenu le discours guerrier qu'on attendait de lui et cela avait fait bouger. Kimbouala Nkaya, qui l'avait emmené avec lui, Kimbouala Nkaya était un collègue de lui à Saint-Cyr, même s'il faut préciser, ils n'ont pas fait vraiment Saint-Cyr, c'est-à-dire que Kimbouala Nkaya, lui, a fait Saint-Cyr, qui est dédié vraiment à la formation de base des soldats venant du civil. Mariam Ngouabi a fait l'école militaire spéciale de Saint-Cyr. Ce sont deux écoles voisines, mais ce n'est pas le même statut. C'est assez compliqué, vous pouvez fouiller. Donc Kimbouala Nkaya était un sanguin, c'est-à-dire qu'un homme qui démarre au quart de tour. Et sa présence auprès de Mariam Ngouabi, le fait d'avoir accompagné Mariam Ngouabi, masquait en quelque sorte le projet régionaliste qui était prévu par Nzé et Noumazalaï. Étant donné son caractère bouillon, il paraissait donc manipulable. Le 22 juin de la même année, donc de 1966, quelques semaines seulement après la prise du pouvoir du gouvernement de Noumazalaï, de nouveaux tracts circulèrent dans Brazzaville. Massamba Deba tribaliste, l'affectation de Mariam Ngouabi à Pointe-Noire, parce que Mariam Ngouabi fut, après son bruit dans cette session-là, affecté à Pointe-Noire. Donc l'affectation de Ngouabi à Pointe-Noire et son remplacement supposé à la tête des commandos par le lieutenant Kikadidi, qui est originaire de Boko, était considéré comme du tribalisme de la part de Alphonse Massamba Deba. Le commandant Mounsaka, commandant en chef des armées, qui était aussi de Boko, était aussi dénoncé comme étant du tribalisme dans ces tracts. Mariam Ngouabi, qui avait donc été affecté pour éviter cette concentration et ce complotisme qu'ils étaient en train de jouer avec Noumazalaï, Mariam Ngouabi annonça le 25 juin, donc 3 jours après la sortie de cet acte, qu'il refusait de prendre son poste à Pointe-Noire, se désignant de fait comme auteur, complice ou instigateur, voire sympathisant tout simplement de cet acte, puisque le but était de celui-là de justifier pourquoi il n'allait pas partir à Pointe-Noire, parce qu'ils accusaient Massamba Deba d'être tribaliste. Tout le monde savait que Massamba Deba payait de son insolence lors de la session du comité central. Kimbouala Nkaya avait été aussi arrêté juste après cette session du comité central, mais il avait été rapidement relâché après la mobilisation de nombreux de ses frères, dont Martin Mbéry, qui avait fait le siège à la présidence. Le président Massamba Deba avait donc, pour le 26 juin 1966, un voyage pour Madagascar. Il prit son avion sans faire attention à tout ce bruit qui se passait depuis le 22 au départ, mais juste avant de partir, Massamba Deba, pour répondre donc au refus de Mariam Ngouabi d'aller prendre son poste à Pointe-Noire, décida de le rétrograder au rang de soldat de deuxième classe. Donc il passait de capitaine à soldat de deuxième classe. Et il prit son avion pour partir à Madagascar. Le lendemain de son départ,
une partie des paracommandos se mutinèrent dans leur camp de base. Nous sommes le 26 juin 1966. Ces paracommandos furent très vite rejoints par des militaires d'autres corps, essentiellement du Nord, qui avaient pris le soin d'embarquer avec eux et d'emprisonner Michel Bindi, le directeur de la Sûreté nationale, l'ancêtre de la sécurité d'État, ainsi que des officiers proches du président. Donc, première insurrection après le départ du président Massamba Deba. Le commandant en chef de l'armée, le commandant David Mounsaka, vint au camp militaire pour calmer la situation et faire libérer les personnes qui avaient été séquestrées là-bas. Il fut pris et lui-même séquestré. Le soir même de son arrestation, le Premier ministre le releva de ses fonctions et nomma à la place donc, du commandant en chef des armées, parce qu'à l'époque, ce n'était pas le même titre que président de la République. Le commandant chef des armées était un autre militaire, et poste qui était différent des chefs d'état-major. Donc, Mounsaka va pour aller libérer les personnes qui ont été séquestrées par les militaires. Le Premier ministre décide il est séquestré. Au lieu qu'il le fasse libérer, le Premier ministre décide lui-même le Premier ministre, donc Noumazalaï, décide de démettre de ses fonctions de commandant-chef des armées et nomme à la place provisoirement le capitaine Damas Ebadep. Bon, la situation est assez ébuesque, mais il faut savoir qu'à cette époque-là, le commandant Mounsaka avait perdu de son autorité dans la troupe à cause d'une affaire de fuite des épreuves du BEPC survenue quelques jours auparavant. Il avait en effet été accusé d'avoir fourni les épreuves à sa maîtresse qui passait cet examen. Et la fuite s'était propagée. Même le ministre Wambessa fut également impliqué dans cette affaire de fuite donnée à des parents et à des maîtresses. Mounsaka, en tout cas, en avait perdu le respect de la troupe et sa séquestration le confirmait. Le lendemain, nous sommes le 27 juin, des manifestants, essentiellement Kuyumboshi, saccagèrent le siège du parti et assiégèrent le bureau du Premier ministre Noumazalaï. On trouvait qu'il n'allait pas suffisamment loin. Aucune force régulière ne brancha. Il faut savoir qu'à cette époque-là, l'armée et la police, dont les soldats de base, sont déjà composés d'une très forte teneur de ressortissants de la cuvette. Toutes ces forces étaient donc en froid avec le pouvoir à cause des privilèges accordés aux milices, ça c'est très important, à la fameuse défense civile, à cause des arrestations, notamment du commandant Fodé, qui était commandant de la place militaire de Brazzaville, qui était accusé de négligence ayant conduit à la fuite du prisonnier Youlou en 65, et c'est lui qui avait payé les frais quand Youlou s'était évadé de la prison pour aller se réfugier à Kinshasa. C'est le commandant Fodé qui était accusé de négligence. Et il traînait en prison depuis lors, ce qui mécontentait les militaires. Il y avait également le commandant Sita qui avait été tué. Le commandant Sita avait été arrêté et c'est le commandant Bikoumou, le capitaine Bikoumou qui avait été tué en prison sous la torture des milices qui l'accusaient de sympathie et de tentative de coup d'État youliste. Donc la situation dans l'armée était vraiment négative. Ce n'était pas une question tribale, mais même les autres officiers en avaient marre de se faire arrêter par la défense civile, de se faire malmener, et même un a trouvé la mort. Il s'agissait du capitaine Bikoumou. La désorganisation d'une armée jusque-là négligée et peu politisée fut rapide, et le pouvoir était dans leurs mains pratiquement dès le 29 juin. Face à l'apathie militaire, c'est-à-dire au fait que les militaires n'interviennent pas, les instructeurs cubains, qui étaient là pour former les milices de la défense civile, réagirent. Ils protégèrent le palais présidentiel et la radio avant d'encercler le camp des mutins avec le soutien de la défense civile. Les positions en restèrent là et la négociation put s'ouvrir le 30 juin avec le Premier ministre Ambroise Noumazalaï. Le président n'est toujours pas là, il est toujours en voyage à Madagascar. Les mutins exigèrent l'incorporation des miliciens dans l'armée régulière. Parce que les mutins sont les militaires, mais ils demandaient que les miliciens soient incorporés dans l'armée régulière pour qu'ils respectent les règles et qu'ils respectent les hiérarchies. Ils exigeaient également le départ des Cubains. Puis la nomination d'un des leurs comme chef d'état-major. C'est-à-dire que des mutins, un militaire bien sûr, mais qui fasse partie des mutins, devait être nommé chef d'état-major afin de ne pas subir les représailles une fois la paix revenue. Et ils demandaient également la réhabilitation de Mariam Gwabi à son grade, parce qu'on l'avait rétrogradé, à son grade et à son poste. Ils n'obtinrent que les deux derniers points. En effet, donc, le gouvernement accepta de redonner à Gwabi son galon de capitaine et de le remettre à son poste à Brazzaville, en échange de la libération des officiers retenus. Et des officiers donc, qui avaient été emprisonnés, Bindi et les autres officiers. C'est finalement le lieutenant Kimboalankaya qui fut nommé chef d'état-major en 1966.
Massamba Deba rentra le 3 juillet de Tananarive. Il reçut à l'aéroport un accueil triomphal de la part de tout ce que le Congo comptait comme officiel. Les ministres étaient tirés à 4 épingles, les miliciens en uniforme, les membres du parti médaillés, les militaires en tenue d'apparat, tous exaltés. La foule fut du cortège. Et le cortège alla avec lui de l'aéroport jusqu'à la place de la gare où Massamba Deba tint un meeting d'apaisement. Il dit notamment: ce ne sont pas les Mboshi ou les Kouyou qui se sont révoltés, mais des frères qui n'avaient pas compris notre révolution parce que l'armée a été laissée de côté dans la conscientisation. Le soir même, le capitaine Ebadep, donc, nommé entre-temps commandant en chef de l'armée et qui ne cédera plus le poste, lança à la radio d'un ton dithyrambique que l'armée était désormais en fusion totale avec le socialisme scientifique. Le jour même, donc, Massamba Deba valida la confirmation du commandant Ebadep à ce poste de commandant en chef de l'armée et la nomination de Luc Kimboualankaya au poste de chef d'état-major général. Dès le lendemain, très tôt le matin, à la radio, Kimboualankaya claironnait que l'armée rangeait derrière le président de la République, secrétaire général du MNR, le frère Alphonse Massamba Deba, est fin prête à asséner un coup terrible à la contre-révolution. C'est beau les postes, hein? 3 jours plus tard, ce sont tous les officiers qui signèrent un message de fidélité au chef de l'État. Ainsi prit fin ce que nombreux considèrent comme ayant été la première tentative de coup d'État de Marien Ngouabi. Nous sommes en fin juin, début juillet 1966. Mais Massamba Deba, qui n'était pas aussi naïf, fit enquêter et découvrit les politiciens qui avaient préparé cette mutinerie. Les actions de groupes tribales sur la primature et le siège et le saccage du parti, ainsi que les tracts qui avaient circulé. Une vingtaine de civils, tous originaires du Nord, furent arrêtés, accroissant un sentiment d'oppression chez les nordistes. Parmi ces nordistes qui avaient été arrêtés, il y avait Pierre Nzé, Léon Ongor, Emmanuel Dadé, Céline Yanza, née Ekamban, qui était la présidente de l'URFC, ainsi que Jean-Jacques Ouassa ou encore Victor Oko. Ils avaient même déjà préparé un gouvernement de rechange durant ces troubles-là. Toutes les preuves étaient attrapées avec eux et ressorties. On associa leur procès par un tribunal populaire à l'affaire des tracts de mars. Les tracts, rappelez-vous, qui étaient sortis disant que Massamba Deba voulait faire tuer le premier ministre Elisouba, ainsi de suite, pour concentrer tout le pouvoir dans ses mains. Donc, on prit l'affaire de la mutinerie de juin qu'on associa à celle des tracts de mars dans un procès, et parce que l'enquête avait révélé les faits nouveaux. Dans ces nouveaux faits, Nzé, Angor, Karombo Okumu, Man, Kessi étaient impliqués. Ils reconnurent tous leurs écrits, disant juste qu'ils ne voulaient pas les distribuer, dans la rue, mais uniquement aux députés. Ils écopèrent de 3 à 5 ans d'emprisonnement. Aboya fut jugé par contumace et condamné à 10 ans. Massamba Deba n'en avait pas fini pour autant avec les intrigues et ceux qui voulaient le renverser. Entre Massamba Deba et son premier ministre Ambroise Nomazalaï, les rapports froids devinrent très vite hostiles. Dans sa traversée du désert, Lissouba ne trouva à son tour pas sens qu'à s'en prendre au tout-puissant Nomazalaï et en même temps fixa ses flèches en direction du président à qui il reprochait ce qu'il a lui-même subi, c'est-à-dire la marche forcée vers le socialisme scientifique. Parce qu'il est souvent une fois écarté comme Premier ministre, il devient opposant. Opposant de qui? À la fois de Nomazalaï et à la fois de Massamba Deba. Il oppose à Massamba Deba, il reproche à Nomazalaï son gauchisme abusif qui ne correspond pas à la marche du Congo, d'un pays qui n'a pas les dispositions de devenir la Bulgarie, la Hongrie ou la Russie elle-même. Et il reproche à Massamba Deba d'écouter et de suivre ce que le parti et son chef, son chef exécutif, c'est-à-dire Nomazalaï est devenu Premier ministre, lui impose. Le 12 janvier 1968, sans prévenir, à pratiquement 20 mois après la nomination, 18 ou 20 mois après la nomination de Nomazalaï comme Premier ministre, le président Alphonse Massamba Deba révoqua son Premier ministre d'un coup.
et il supprima purement et simplement le poste de Premier ministre. Ngouabi était muté à l'état-major, Kimboa Nkaya avait fini par être exilé à Pointe-Noire. Au congrès de la GMNR, Mbéry Martin, la GMNR, donc la jeunesse, le mouvement national de la Révolution, qui devait avoir un congrès prévu quelques mois en février 68, Mbéry Martin, membre de l'aile Mazalaï et préfet de Pointe-Noire, à l'époque on disait commissaire politique. Donc à ce congrès de la GMNR qui avait lieu en février 1968, Mbéry Martin se porta candidat à la tête de la GMNR, donc la jeunesse du mouvement national de la Révolution, contre le sortant qui était André Ouambessa, un très proche des Déby, fidèle parmi les fidèles, et c'est Mbéry Martin qui fut élu. Mais le président ne l'entendit pas de cette oreille. Il démit d'autorité Mbéry Martin et réimposa Ouambessa sans vote, démettant également Mbéry de son poste de commissaire politique à Pointe-Noire. Le commandant Mouzabakani, qui avait été chef d'état-major du temps de Youlou et qui était resté youliste à fond et qui était même le nouvel espoir des youlistes après la mort, après l'assassinat de Matsokota, les youlistes comptaient sur Mouzabakani pour prendre le pouvoir. Le commandant Mouzabakani, lui, par contre, était en prison depuis l'arrestation, depuis la fuite de Youlou. Et il croupissait en prison et les chefs militaires, surtout Ebadep, qui était le commandant en chef de l'armée, ainsi que le commandant Lekonza, qui était le chef de l'escadron blindé, étaient d'une dévotion et d'une fidélité totale à Massamba Deba. En ce moment-là, Massamba Deba se disant que Mouzabakani est en prison, j'enlève Noumazalaï comme Premier ministre, Ouambessa reste à la tête de la GMNR, pour lui, et que dans l'armée, les deux dirigeants principaux, Ebadep et Lekonza, qui avaient les moyens techniques, les moyens solides, tous les deux lui étaient complètement fidèles et dévolus. Massamba Deba crut avoir toutes les cartes en main en ses débuts 1968. Voilà que le 13 mai 68 toujours, les youlistes firent encore parler d'eux en commanditant un nouveau putsch avec un mercenaire dénommé De Breton et impliquant Kinganga et Bernard Kolela. Bernard Kolela, à ce coup-là, était à son 3e essai de coup d'État. Le coup d'État fut échoué grâce à l'action du commandant Ebadep. Hilaire Muntol fut également impliqué dans ce coup d'État, et cela suffit à Massamba Deba pour manifester une hostilité au clan Lissouba auquel appartenait Hilaire Muntol. Pour ne pas être pris de court suite à cette tentative de coup d'État, dès juin, tous les opposants internes de Massamba Deba, se disant qu'on risque de connaître une rafle et d'être tous arrêtés, firent un rapprochement tactique. Lissouba, Noumazalaï, Ngouabi et Mbéry Martin, Mbéry ayant déjà acquis un poids et une certaine posture qu'on ne pouvait plus vraiment le rattacher à Noumazalaï, mais qui drainait lui-même son propre clan, donc Lissouba, Noumazalaï, Ngouabi et Mbéry, décidèrent d'agir ensemble pour empêcher un second mandat de Massamba Deba. Je rappelle que ça faisait 5 ans que Massamba Deba était au pouvoir, le Congrès se rapprochait. Et donc, ils ont décidé de tout mener, de tout faire pour que Massamba Deba n'ait pas un deuxième mandat. Mais, entre eux, ils ne s'étaient pas entendus sur un éventuel successeur. Une erreur classique dans les complots en Afrique. Au courant de la manœuvre, Massamba Deba était au courant donc de ce plan. Le congrès qui devait s'ouvrir fut suspendu par Massamba Deba. Et il suspendit même le fonctionnement de bureaux politiques hors congrès. Immédiatement, le bruit selon lequel les 4 protagonistes allaient bientôt diriger le pays s'amplifia. Donc une ambiance de coup d'État déjà monta dès juillet 1968. C'est dans ce contexte que Massamba Deba les poussa à sortir du bois, en annonçant le 22 juillet, dans une lettre qu'il fit publier, que celui qui croit être en mesure de sortir le pays du sous-développement mieux que moi se fasse connaître d'ici le 27 juillet. Vous vous rendez compte, le président demande donc à ses opposants de sortir du bois et de dire que moi je vais être candidat à sa place. Dans ce type de régime, dans ce type de système, c'est carrément mettre sa tête devant la hache. D'ailleurs, un mécanicien bien connu de Bakongo, à l'époque, qui s'appelait Tidé,
un métis, crut bon de répondre favorablement à l'appel et alla prendre le pouvoir au palais avant le 27, comme dit dans la lettre publiée par le président Massamba Deba. Il y fut cueilli et copieusement rossé par la défense civile qui tenait la garde du palais. Pour ceux à qui s'adressait le message, l'appât était un peu gros. Et les messages de soutien au président se multiplièrent à la radio pour ne pas montrer qu'on fait partie de ceux qui lorgnaient le pouvoir. Pour ne pas être en reste, Lissouba co-signa une lettre avec ses acolytes pour apporter leur soutien, eux aussi, et appeler à une pause du socialisme scientifique. Marian Ngouabi se passa d'allégeance, agitant même une contre-réaction. Il fut arrêté le 28 juillet, au soir, ainsi que le sous-lieutenant Yabo. Le 30 juillet 1968 toujours, le camp des paracommandos où Marian Ngouabi ne servait plus, mais camp qu'il a formé, élément après élément et qui lui était resté fidèle, ce camp se souleva juste après l'arrestation de Marian Ngouabi, donc dès le lendemain. Les ordres du commandant Ebadep pour mater la contestation pro-Ngouabi furent sans effet dans l'ensemble de l'armée, toujours remontés contre la défense civile. Les militaires lui répondirent, mais Massamba Deba, sa propre défense, non, ils n'ont qu'à agir pour lui. Mais la défense civile était moins équipée que l'armée et ne comptait que 1200 hommes dans la capitale contre 2000 militaires bien formés. Le combat aurait été perdu d'avance. Mais pour limiter l'effusion de sang et la guerre civile, le même jour du 30 juillet, les paracommandos gagnèrent le soutien et l'appui du chef de la fameuse défense civile sur laquelle Massamba Deba comptait, un certain Onge Diawara. Ils lui donnèrent la promesse de l'intégrer dans l'armée avec un grade d'officier après les événements, sans lui exiger une formation aussi longue que celle des officiers. La défense civile était elle aussi une partie endoctrinée aux idées officielles de la gauche qui, globalement, avait conquis toute la jeunesse, à l'exception des yulistes dont la menace d'athéisme de la gauche suffisait à les faire fuir. Massamba Deba, après avoir reçu des hauts fonctionnaires de diverses administrations, ce 30 juillet, pour lui expliquer un peu la situation dans le pays alors que le pays était très tendu, il finit sa journée de travail et se retira à Boko où il passa la nuit comme si de rien n'était. Le 31 juillet au matin, les paracommandos allèrent libérer Marian Ngouabi du camp de la gendarmerie où il était détenu. Le président informé rentra de Boko vers midi. Il s'installa au palais et dirigea un conseil des ministres qui dura jusque tard dans la nuit en train de suivre les événements qui se passent dans la rue sans vraiment réagir. Si, il réagira, mais nous y reviendrons. Il réagira, mais sans succès. Le lendemain, le 1er août, des militants, mais pourquoi attendre? En fait, il réagira en envoyant un de ses ministres les plus populaires dans les quartiers qui pouvaient le soutenir, pour leur demander d'aller dans la rue pour faire barrage au coup d'État qui était en train de tenter le capitaine Marian Ngouabi. Mais arrivé dans Bakongo et Makelele, on lui rappela les événements de février 1964 lorsqu'il dit que maintenant on peut vous arrêter, vous taper, vous torturer, je n'interviendrai plus pour vous, je m'en fous. Ils lui répondirent, nous aussi on lui répond, tant pis, on n'a qu'à l'arrêter, le taper, le torturer. Il avait dit que nous on n'existe pas et en même temps qu'ils s'en foutaient. Voilà ce qui s'était passé. Le 1er août, les militants du MNR, donc du parti, du Mouvement national de la Révolution, organisèrent une manifestation à l'hôtel de ville de Brazzaville où ils accusèrent Lissouba, Ndala, Noumazalai, Dacosta ou encore Gimbwalankaya de vouloir semer le désordre sous l'instigation de l'impérialisme aux abois. Cette réunion pro-Massamba Deba ne rassembla pas grand monde. Aimé Matika, donc la veille, avait raté son soulèvement dans Bakongo, tandis que Samba Oscar à Pointe-Noire, qui était envoyé à Pointe-Noire pour, là aussi, ameuter les gens pour soutenir Massamba Deba, reçut l'effet inverse. Il réunit les sections de la GMNR, du MNR, de l'Armée populaire nationale, de l'Union révolutionnaire des femmes du Congo et de la CSC de la ville Océane, et ceux-là réunis annoncèrent plutôt leur soutien aux insurgés. Méry Martin, qui avait été pas mal de temps commissaire politique dans cette ville, où il était bien implanté, ville où Massamba Deba envoyait en exil, entre guillemets, tous ceux qui ne voulaient pas voir à Brazzaville, tous ceux qui menaçaient son pouvoir, tout ce petit groupe-là avait fini par faire de Pointe-Noire une ville d'opposition.
Il y avait notamment Kimbo Lankaya qui était bien implanté, ainsi que François-Luc Makosso. Tous avaient bien joué pour ne pas, pour que les organes du parti qui étaient implantés là-bas ne puissent pas suivre Massamba Deba. Le 2 août, les détenus militaires de la maison d'arrêt, dont le commandant Mouzabakani, proche de Yulu, mais aussi Kinganga et Nsika, qui est copé là de peine pour des coups d'État divers, furent libérés par les paracommandos qui tuèrent au passage Kouvoama, qu'on appelait aussi Castro, qui était le régisseur de la prison et qui était un des membres de la défense civile parmi les plus redoutables. Marien Ngouabi, une fois libéré le commandant Mouzabakani, qui était vraiment l'espoir des yulistes, le prit et le mit dans une jeep le 3 août et ils paradèrent ensemble, debout sur la jeep, dans les rues de Bakongo pour rassurer les populations originaires du Poul, et les pousser à joindre le mouvement et à ne pas soutenir Massamba Deba. Cette promenade donna de l'espoir aux yulistes qui voyaient miroiter le retour du libéralisme, donc la fin du régime marxiste et le retour peut-être d'exil du président Yulu qui pour la plupart restait le président légitime. Ce quartier était resté profondément anticommuniste. Une pancarde rapidement gravée au charbon sur contreplaqué était levée mentionnant Marien, le Moïse du peuple. Mais dans le même temps, Lissouba, Mberi et Noumazalaï s'installèrent durant ces événements à Wenze, dans une zone peuplée majoritairement d'originaires du Nord, très favorable à l'aile dure de la gauche, d'où ils enregistraient les ralliements, au nom d'une continuation de la révolution. Sans partager l'idée, Lissouba, qui avait appelé quelques jours auparavant à la fin du socialisme, ravala son chapeau. Chasser Massamba Deba était l'objectif le plus important. Et si le discours marxiste et gauchisant était celui qui allait rassembler les gens pour réussir ce coup de force, eh ben, tant pis pour les valeurs que lui-même défendait. Marien Ngouabi, qu'ils étaient en train de porter au pouvoir, n'avait jamais exprimé une quelconque sympathie pour la gauche avant ces événements. Ce n'était pas un rouge progressiste qui trouvait que la révolution était trop tiède, comme l'histoire officielle voulut le redessiner par la suite. C'était un militaire, un bourgeoisie et peu politique. Il n'a jamais été anticolonialiste et avait d'ailleurs combattu dans les rangs français à la fin de la colonisation, à la fin des années 50, pour mater la rébellion nationaliste de l'UPC qui luttait au Cameroun contre la colonisation, sans trop se poser de questions sur les bons et les méchants. Il le faisait, c'était un soldat. Il était sorti de l'école des cadets avec le grade de sergent, incorporé dans l'armée française, et il avait combattu au Cameroun contre les indépendantistes. C'était pas quelqu'un de gauche, c'était pas quelqu'un de politisé, ni qui exprimait ses opinions-là. Ses amis et officiers, et des archives qui existent, témoignent d'ailleurs qu'il traînait d'énormes dettes, comme de nombreux cadres de l'époque ayant des femmes européennes et désirant les faire vivre dans les conditions occidentales, mais avec un salaire de fonctionnaire congolais. C'était compliqué. C'est après sa parade aux relents libéraux à Bakongo avec Mouzabakani que Mberi Martin, entre autres, se décarcassa pour convaincre Marien que leur insurrection devait rester inscrite dans la continuité de la révolution socialiste pour éviter que les forces cubaines et russes nombreuses sur le territoire ne leur fassent échec comme en 1966 et pour empêcher un retour en jeu des yulistes. C'est donc par calcul que Marien va commencer à regretter son discours libéral de Bakongo et à réfléchir dans la continuité du socialisme scientifique et même aller plus loin du marxisme. Ce 3 août 1968, les putschistes contrôlaient l'ensemble des institutions et des points stratégiques. Les ministres proches de Massamba Deba ne se faisaient plus voir de peur d'être assassinés, laissant leur chef seul. Massamba Deba se retrouvait donc isolé, tous les ministres ont fui. Les autres ministres, Ebouka Babakas, Bongo Noara, Monjo, Poignet, Makosso, après avoir été reçus par Marien Ngouabi, allèrent déposer leur démission chez le président. Donc le président se retrouvait au palais, ne faisait que recevoir des gens qui viennent déposer les démissions, ceux qui sont là pour le soutenir, il n'y avait plus personne. L'armée annonça aussitôt, le 4 août, que le lieutenant Poignet, qui était secrétaire d'État à la défense sortant, assurait désormais l'intérim du chef de l'État. Chef de l'État qu'ils ont déclaré absent, et que Marien Ngouabi était le nouveau commandant en chef de l'armée, et lui, Sylvain Ngoma, son chef d'état-major. Massamba Deba restait en poste,
théoriquement, mais sans pouvoir, sinon qu'il avait l'obligation de signer tout ce que ce nouveau corps lui envoyait. Après ces événements où le président Massamba Deba se fit dépouiller de tous ses pouvoirs, tout en gardant le titre de président, honorifique pratiquement, et son soutien, après donc ces événements du 3 août 1963, qui s'achève le 3 août, commence le 31 juillet, s'achève le 3 août 63, et que le pouvoir est vraiment dans les mains de Mariam Gwabi, Massamba Deba se fit très discret. Il n'assista pas, par exemple, à l'inauguration de l'hôtel Cosmos, un hôtel qui était situé au beach, qui était construit avec la coopération du Congo avec l'Union soviétique. Massamba Deba ne réapparut qu'au défilé du 15 août 1968, donc le défilé suivant, défilé pour la fête de l'indépendance. Il est réapparu, mais toujours sans ses fidèles. Ses fidèles, c'était Mabungu Mbimba, Aimé Matsika, David Charles Ganao, Bindi, le capitaine Kikadidi. Tout ce monde-là était toujours planqué de peur de se faire arrêter. Un nouveau gouvernement avait été concocté entre-temps par l'armée et la défense civile, qui avait donc rejoint le mouvement insurrectionnel avec à sa tête la tête de défense civile, Onge Diawara. Ce nouveau gouvernement était sans premier ministre et les discussions devaient continuer pour en choisir un. Le président Massamba Deba avait signé ce gouvernement parce qu'il n'avait plus d'autre pouvoir que de signer ce que lui présentait le comité insurrectionnel. Pascal Lissouba, dans ce nouveau gouvernement, était le premier des ministres. Sans être premier ministre, mais dans la liste protocolaire, il était le premier. Il était en charge du plan. Moussa Bakani, le capitaine, proche de Yulu, prenait le ministère de l'Intérieur. Et Moudil Nomasengo, premier avocat congolais, était nommé ministre de la Justice. Seul Ebouka Babakas, qui était ministre des Finances du gouvernement sortant, était reconduit, était maintenu donc, dans ce nouveau gouvernement. Toujours comme ministre des Finances. L'acte fondamental fourni par Mariam Gwabi créait le Conseil national de la Révolution comme organe suprême, sans déboulonner le président qui n'avait plus aucun pouvoir. Lors de la présentation de ce Conseil national de la Révolution, à l'hôtel de ville de Brazzaville, le 16 août, Mariam Gwabi tint un discours dans lequel il fustigea le régime violent et tribaliste, je cite, de Massamba Deba. Le même Massamba Deba qui était assis lui aussi dans le podium, mais placé sur le podium, il était placé loin du côté de la droite. Les signes étaient très importants à l'époque. Quand on était placé du côté gauche, c'est qu'on était de gauche, on était bon. Quand on était placé à droite, c'est qu'on était mauvais. Alors plus on était à droite, plus on était mauvais. Alors Massamba Deba était invité, convié à ce Conseil national de la Révolution, mais placé loin à droite. Devant le discours qui accusait donc le régime Massamba Deba d'avoir été violent et tribaliste, Massamba Deba était là, il écoutait, mais il ne brancha pas à ses attaques, il garda son calme. Pensait-il certainement à son propre discours du 16 août 1963, 5 ans jour pour jour, dans lequel il utilisa les mêmes mots pour condamner le régime de Fulbert Yulu, dont il venait de prendre le fauteuil. Dans le bureau du CNR, du Conseil national de la Révolution, Mariam Gwabi se fut nommé lui-même président. Onge Diawara le secondait. Noumazala gardait l'organisation du parti, puisqu'il était le secrétaire permanent du parti sortant, donc il était il gardait l'organisation du parti unique, donc le MNR continuait, le mouvement national de la Révolution continuait, et Noumazala était à la tête du parti unique. Mbéry Martin, lui, il passait chef de la propagande et de l'idéologie du parti. Les penseurs du renversement semblaient donc unis. Lissouba, premier des ministres, Ngwabi à la tête du Conseil national de la Révolution, Diawara à la tête de Diawara numéro 2, Noumazala est l'organisation du parti, Mbéry Martin, donc tout le monde, tous ceux qui ont voulu faire tomber Massamba Deba, qui ont réussi d'ailleurs, bien qu'il est toujours là symboliquement, étaient en poste. Quant au coopté de la dernière heure, Diawara, il était au petit soin. C'était lui qui légitimait que la défense civile ne se soulève pas. Nzé apparut enfin à la lumière. Il prenait les relations extérieures du mouvement, du Comité national de la Révolution. Très vite, pourtant,
le leadership d'un nordiste commença à poser problème à certains membres de la défense civile, qui étaient majoritairement du Sud, il faut le dire, et ces membres semblaient du coup réaliser qu'ils avaient jeté le bébé avec l'eau du bain. Massamba Deba avait son caractère, ils avaient à le reprocher, mais se demandait-on désormais, était-ce utile d'avoir fait ça pour perdre le pouvoir au profit d'un autre groupe? La fusion de la défense civile à l'armée que désirait et tentait d'accélérer Ngouabi signifiait aussi passer sous commandement des officiers du Nord, que Marien Ngouabi prévoirait, pensait-on, nommer des chefs du Nord à bout de bras pour surclasser tous les sudistes. En réalité, il y avait une certaine exagération. Il n'y avait à la base que très peu d'officiers du Nord. Ce sont les soldats des troupes qui étaient du Nord, mais très peu d'officiers. Et comme Marien Ngouabi nomma autour du 22 août les nouveaux officiers, ce sont les sudistes qui profitèrent en majorité du reclassement, devenant commandant pour ceux qui étaient capitaines, devenant capitaine pour ceux qui étaient lieutenants, ainsi de suite. Marien Ngouabi, par exemple, devenait du coup commandant avec Yombi et Raoul. C'était les trois seuls qui avaient été nommés commandants par Marien Ngouabi dans ce décret, dans ce premier décret de reclassement des militaires de Marien Ngouabi. Les lieutenants Sassou, Mbia et Ondoko furent les seuls lieutenants du Nord promus au grade de capitaine. Contre, pour le Sud, passèrent capitaine donc, il y avait, à tout seigneur, tout honneur, le capitaine Munkala Maïka Firma, le capitaine Kakula Kadi Hébert, le capitaine Kimboalankaya Luc, le capitaine Poignet Augustin, le capitaine Portela, le capitaine Mbungu Ngoma, le capitaine Kijindu Michel, le capitaine Tsika Kabala, le capitaine Makuzu François, le capitaine Makoso Raymond, le capitaine Mabiala Alphonse, le capitaine Ngoma, lui. Tous lieutenants passés capitaine par Marien Ngouabi. Le renversement géostratégique se fera plus tard. Mais tant qu'à faire, les boudeurs passèrent à l'action. Le 27 août 1968, 700 membres de la défense civile installés au camp de 17 km au camp Lénine, c'est comme ça que ça s'appelait, qui était majoritairement Bakongo, se soulevèrent pour contester la légitimité du nouveau régime et mirent un barrage au pont du Djoué. Le lendemain, le 28 août, l'armée leur lança un ultimatum pour déposer les armes. Le lendemain, disèrent-ils, donc le 29, à 18h au plus tard. Dans son communiqué, l'armée dit: l'arme que tu détiens doit te servir pour défendre la nation et non un individu, fût-il ton père ou de ton ethnie. Sans effet, aucune défection ne fut constatée dans la défense civile. Au contraire, ils avancèrent même la ligne de front jusqu'à Makelekele, au camp de la météo. Camp de la météo qui se trouve là où on appelle aujourd'hui l'Angola libre. Le 29, ils étaient là. Vite encerclés par les paras, le feu s'ouvrit. Entre les paramilitaires donc et les paracommandos qui étaient militaires et la défense civile. Le feu s'ouvrit donc le 29. Ordonnant un cessez-le-feu unilatéral, des paras, après quelques heures d'échange de tirs, Marien Ngouabi força Massamba Deba à lire un discours à la radio pour appeler les mutins à déposer les armes. Massamba Deba, qui ne s'était pas exprimé en public depuis, qui n'en avait même plus les moyens ni l'occasion, en profita pour dire que les calomnies à son égard qui étaient diffusées par le nouveau régime étaient fausses et qu'il demandait à s'expliquer en public. Colère de Massamba Deba d'une part et confirmation pour les mutins que le président était en otage d'autre part. Les combats reprirent aussitôt de plus belle. Mortiers, lance-grenades, mitrailleuses, tout y passa. Ces combats durèrent 2 jours et firent entre 60 et 150 morts. Le pouvoir ne communiqua jamais le chiffre officiel. Le camp de la météo fut alors surnommé camp Biafra, rappelant la guerre sauvage qui se déroulait en même temps dans la province sécessionniste du Nigeria. Marien lança du son inutile parce qu'il n'a pas voulu prendre ses responsabilités à temps, dit-il en indexant Massamba Deba. Des survivants parmi les insurgés, parce que l'armée prit le dessus, mieux équipée, mieux formée. Donc ceux qui survécurent parmi les insurgés furent interrogés à la radio qui diffusa leurs témoignages. Nombreux d'entre eux actèrent que le chef de la défense civile en personne, Ange Diawara, numéro 2 du CNR, c'est lui qui leur avait demandé de se soulever et que jusqu'à la fin, il leur envoyait des messages pour ne pas déposer les armes en attendant des renforts.
Diawara dut réfuter ces allégations à la radio dès le lendemain sans trop convaincre. Il acquit en revanche l'image du représentant du pôle dans le nouveau pouvoir, capable de réagir, voire de changer la donne en cas de discorde. Il devient populaire à Bakongo, mais suspect au nord. Ngouabi choisira alors de fermer les yeux sur cette étrange compromission de son numéro 2, pour ne pas envenimer la situation. Mais il l'avait désormais à l'œil. Ndala, en revanche, qui avait également joué un rôle trouble, et qui paraissait être le plus violent, le plus apte à appeler au soulèvement, fut écarté de toutes les premières instances du parti et du CNR. Il sera envoyé comme ambassadeur dans la lointaine Chine. Au procès qui suivra quelques mois plus tard, les rôles de Numazala et Mudieno Masengo se révélèrent également troubles, mais il n'y eut aucune conséquence directe, mais peut-être sur Numazala. Il n'y eut aucune conséquence directe sur Mudieno, mais sur Numazala ici. Nous revenons donc aux événements, donc bien avant le procès. Mariam Ngouabi s'exprima à la radio sur ces événements le 2 septembre et pour la première fois, il annonça que la révolution socialiste continue. Ce fut une douche froide dans les milieux libéraux, c'est-à-dire les yulistes de Bakongo. L'organigramme du CNR fut rapidement revu et de nouvelles entrées et sorties furent actées. Numazala perdait l'organisation du parti au profit d'un jeune nouveau, Victor Tombatamba. Pierre Nzé allait remplacer désormais Martin Mbéry à la propagande. Ce dernier, sans nouvelle affectation, disparaissait du bureau. Tandis que lui-même Nzé se faisait remplacer aux relations extérieures par Ange-Édouard Bungui, qui s'était fait remarquer l'année précédente en tant que président de l'UGEC, une organisation estudiantine, et qui avait tenu tête au président Massamba Deba à son congrès. Le gouvernement aussi fut retouché à cette occasion. Excite Mouzabakani, qui avait du mal à respecter son ancien lieutenant, et s'opposait, c'est-à-dire Ngouabi, et s'opposait à lui systématiquement, surtout sur la question de l'amnistie des yulistes auquel il ne cachait pas son attachement, et de la fin de l'option socialiste promise quand il le libéra de la maison d'arrêt. Ngouabi fit d'ailleurs un discours où il qualifia de valet de Youlou, où il qualifia Mouzabakani, n'est-ce pas, de valet de Youlou, qui, malgré tout ce qu'on a fait pour lui, malgré qu'on l'ait sorti du trou, ne peut quitter sa nature de boy. Lissouba fut descendu aux eaux et forêts, donc du plan aux eaux et forêts, et dans le gouvernement, et donc Nzé Pierre fut nommé à l'information, tandis que Henri Lopez, proche de Lissouba, s'en détacha définitivement pour rejoindre Mariam Ngouabi et fut nommé ministre de l'Éducation. Toute une nouvelle génération arrivait donc aux affaires avec Mariam Ngouabi. Cette génération était mieux formée que la précédente car elle remplaçait des commis d'administration qui majoritairement gouvernaient depuis la Révolution, eux-mêmes ayant évincé les autodidactes qui avaient pris l'autonomie puis l'indépendance et qui peuplaient les institutions sous Youlou. Finalement, à la fin de l'année 1968, des 4 comploteurs de juin, seuls Mariam Ngouabi et Lissouba restaient en jeu, sans pouvoir politique pour le second. Massamba Deba savait qu'il venait de perdre sa dernière chance de reprendre la main avec l'échec du soulèvement du camp de la météo. S'il était encore maintenu symboliquement au pouvoir, c'est parce que les nouveaux dirigeants ne s'accordaient toujours pas sur son remplaçant et les rapports de force n'étaient pas encore bien définis, même s'il était désormais acquis que l'armée ne rendra pas le pouvoir aux civils. Au lieu de continuer à jouer les faire-valoir, Massamba Deba décida de démissionner le 4 septembre. Dans son discours, il dit en substance « L'armée jouant le rôle humiliant de l'intrigue et de la confusion devait désormais assumer seule. » Massamba Deba désigna en partant Augustin Poignet pour assurer son intérim, une nouvelle fois, reprenant le choix des militaires eux-mêmes au début du soulèvement. Mais Augustin Poignet, métis de mère lécoumoise, semblait ne pas être indifférent à l'attrait de la fonction suprême, et durant ces quelques jours d'intérim début août, il ne s'était pas montré docile. Les militaires choisirent de ne pas suivre ce chemin. Ce fut finalement Alfred Raoul, nommé Premier ministre quelques jours auparavant, sur décision des militaires, qui fut choisi pour assurer cet intérim. Raoul, 100% d'origine étrangère, il était kabyler, bien que né à Pointe-Noire, présentait moins de risques de concurrence. Le même argument avait favorisé la montée rapide de Numazala quelques années plus tôt, car né de parents originaires du Congo belge.
Ngouabi déclara la démission de Massamba Deba que Massamba Deba avait failli à sa mission. Le 4 septembre fut donc la fin du régime de Massamba Deba. Merci encore une fois. Pour la prochaine fois, nous reviendrons avec le régime Maria Ngouabi que nous allons remonter pas à pas. C'était la fin de notre troisième volet sur l'histoire politique du Congo avec Hervé Maïka. Je rappelle encore, ceci est pour conscientiser le peuple, c'est pour nous donner une vision commune, une compréhension commune, une école commune de politique congolaise. Je vous remercie et à très bientôt.